à tout le monde. Dernière table ronde après la première qui était déprimante, stimulante, puis instructive. Et j'espère que celle-ci sera la plus polémique peut-être, puisqu'il s'agit de l'État. En effet, comme l'a dit François De Witt, est-ce que l'État et Schumpeter sont miscibles ou pas? On entend mal. Voilà, c'est mieux. Et donc, le titre dit à lui-même l'État et Schumpeter. Quelle politique publique en faveur de l'innovation? Évidemment, les courageux qui sont restés vont, j'espère, avoir droit à un débat animé. On va commencer, donc je vous donne 5 minutes chacun, comme la règle du jeu l'impose. Éric Labaille, donc, est chez McKinsey, président du McKinsey Global Institute, et qui va un peu nous brosser un peu ce qui va pas dans les pouvoirs publics, dans une politique schumpeterienne ou pas. Enfin, l'est-elle cette politique? 5 minutes, Frédéric. Oui, bien sûr, 5 minutes. Bonsoir à tous. Je vais surtout donner peut-être quelques idées dans un monde schumpeterien en partant de 2 constats aujourd'hui. Le premier, c'est quand on regarde un pays et la croissance d'un pays, on va prendre des pays développés qui sont comparables, et qu'on regarde ce qui diffère entre ceux qui croissent le plus et les autres, on pense toujours qu'il y a certains qui ont un mix sectoriel supérieur. Puisque souvent une politique publique, il faut se focaliser sur quelques secteurs d'innovation dans lesquels on va mettre beaucoup d'argent pour les faire se développer. Et en fait, ce qu'on regarde quand on fait la comparaison, c'est que ce n'est pas le mix de secteurs qui compte, c'est la compétitivité de chacun des secteurs. Et surtout des secteurs où il y a beaucoup d'emplois. Et donc, premier élément sur lequel je vais revenir, se dire une politique industrielle, une politique de développement économique doit assurer la compétitivité et très souvent la productivité maximum de chacun des secteurs. Deuxième élément, pour commencer, c'est quand on regarde ce qui s'est passé les 5 dernières années, vous prenez l'Union européenne des 27, vous regardez le PIB en 5 ans, il est à peu près stable. Mais il s'est passé une grande chose, c'est que l'investissement a chuté d'environ 15%. Il y a à peu près moins 350 milliards d'investissements. Sur la France, c'est pareil, c'est 1,5 point de PIB, c'est à peu près 30 milliards. L'investissement privé s'est écroulé et a été compensé soit par de la dépense publique, soit par de l'exportation. Et donc quand on regarde également, et on se dit finalement pour les prochaines années, qu'est-ce qui va pouvoir développer l'innovation, développer l'économie, eh bien c'est comment est-ce qu'on relance l'investissement privé. Et autour de ces 2 éléments, d'un côté, comment est-ce que j'assure la plus forte productivité dans tous mes secteurs de l'économie, et puis comment est-ce que je relance l'investissement privé, c'est là où il y a une bonne partie de l'action publique. Et le premier levier que je mets en relief, c'est l'aspect de réglementation. Parce qu'en fait, ce qui conduit très souvent à une productivité compétitive, c'est la réglementation sectorielle. Est-ce que l'on a bien dans chacun des secteurs de l'économie, et là vous avez à peu près une centaine de secteurs quand vous regardez une économie, dans les 100 secteurs de l'économie, est-ce qu'on a bien le bon niveau d'intensité concurrentielle qui vont permettre justement aux différents acteurs soit d'innover, soit aussi surtout de diffuser l'innovation. Puisqu'une bonne source de gain de productivité, c'est la diffusion d'innovation. Un exemple, les télécoms 95-2005, secteur des télécoms qui a été ouvert justement à la concurrence, très très fort gain de productivité en Europe, innovation, écosystème, impact sur le software, impact sur les services informatiques, etc. Donc un premier élément d'action publique, et d'ailleurs un domaine qui ne coûte rien, il n'y a aucun impact en termes de levier financier, c'est que les acteurs publics ont le degré de la réglementation qui va assurer le développement économique du pays ou du secteur. Et donc ici, le travail est de faire un travail, je dirais, assez granulaire, secteur par secteur, pour se dire où est-ce que sont les secteurs qui mériteraient le plus d'avoir un boost réglementaire afin d'assurer la concurrence, assurer la productivité, assurer l'innovation. Quand vous regardez aujourd'hui en France ou même en Europe, ce sont essentiellement les secteurs des services qui ont besoin, ou en tout cas qui bénéficieraient de ce type de levier. Services locaux, services comme la distribution, ou les services à la personne, ou le tourisme, où là, vous avez très souvent des réglementations, soit des réglementations d'ouverture, des réglementations d'urbanisme, qui limitent le développement. Un cas intéressant à regarder, c'est la Suède, de nouveau 95 à nos jours, qui a très largement ouvert son secteur de distribution, gain de productivité pendant 10 ans de 5%, croissance de l'emploi, croissance de la valeur ajoutée, et donc, justement, un secteur qui se développe fortement. Donc sur ce premier point, focalisation sur les services, focalisation d'assurer l'environnement concurrentiel. Deuxième levier sur lequel j'aimerais aussi insister,
puisque une fois qu'on veut justement développer ces différents secteurs, deuxième levier, c'est les compétences. Puisque pour l'innovation, on en parlait peut-être un petit peu dans la table ronde tout à l'heure, mais je vais insister surtout sur la mobilité des compétences et le développement des compétences dont on a besoin pour les prochaines années. On a fait une petite étude sur l'emploi en France à l'horizon 2020, qu'on a publiée en mars cette année, où on regarde justement quelles sont les compétences dont on aurait besoin pour assurer un développement fort de la croissance en France, et puis les compétences que l'on aura si on fait simplement une projection des compétences. Et là, on a deux problèmes. Un premier problème, c'est que dans les fortes compétences, on n'a pas forcément celles dont on aura besoin pour les secteurs de 2020. Et puis inversement, on va avoir des gens qui vont être avec des compétences dont on n'a pas forcément besoin pour les secteurs de 2020. Et donc là, qui seront justement en quête d'emploi qui n'existent pas vraiment. Et donc là, deux implications, et c'est là où, de nouveau, l'action publique est importante, s'assurer que l'on développe les compétences de demain. Je vais prendre un petit exemple. Big Data est des grandes tendances. On a besoin de data analystes aujourd'hui dans les domaines de consommation, télécom, banque et autres. On a des milliards de données à traiter qui justement permettent à la fois d'assurer des meilleures offres, innovation, ou des meilleures opérations, gain de productivité sur les coûts. Eh bien aujourd'hui, il y a un manque total d'analyse de data, de statisticiens. On a besoin de plusieurs dizaines de milliers de statisticiens. Ils ne sortent pas du système. Et inversement, on a à côté des tas de filières dont sortent des personnes qui n'ont pas les compétences nécessaires aujourd'hui. Et donc là, être l'orchestrateur de cette évolution des compétences, s'assurer qu'on va avoir aussi la transparence sur les différents canaux, afin que les étudiants puissent choisir les bons domaines et que les universités et grandes écoles soient sur les bons sujets. De même, formation professionnelle, ça on en parle beaucoup actuellement, on dépense 20 milliards par an dans ce domaine, on devrait de la même façon assurer que l'on développe les compétences de demain et non pas les compétences d'hier pour assurer le redéploiement des personnes tout le long de leur vie, dans les 30 à 40 ans de vie professionnelle, où elles vont pouvoir passer d'une fonction à une autre, d'un secteur à un autre. Les deux derniers points que je me tiens en relief dans la minute qui me reste, c'est deux autres idées qui seront peut-être développées par mes collègues ici. Le premier, c'est l'efficacité de la recherche publique, puisque quand on regarde justement les différents leviers de l'action publique, on a vu la réglementation, tout ce qui est l'éducation et les mobilités des compétences. 3, c'est l'efficacité de la recherche publique, 1 à 2% de PIB en fonction des différents pays. Comment est-ce qu'on s'assure que justement il y a ce lien entre le public et le privé pour assurer le développement économique. Et puis quatrième levier, c'est le levier des achats, en particulier sur les nouveaux, la commande publique, en particulier sur les nouvelles technologies. On en parle sur justement tout ce qui est les technologies nouvelles, véhicules électriques, etc. Quatrième levier que l'action publique peut tout à fait utiliser. Donc voilà quelques pistes pour peut-être lancer les discussions. Alors voilà, les pistes un peu en général, sans jugement, un peu d'exposé. Nicolas von Bülow, vous êtes plus négatif puisque vous avez écrit un livre qui s'appelle L'innovation en France, un système en échec, chez Terra Nova, qui date de juin, donc pas vieux. Alors pourquoi l'échec ? Alors, je vais utiliser quelques diapositives un peu pour résumer les points. Alors d'abord peut-être en remarque préalable, moi j'ai une formation un peu d'économie après HEC, mais j'ai plus fondamentalement une expérience de microéconomie au sens où on travaille pour les entreprises. On est conseil d'entreprise dans le secteur innovant, donc c'est une lecture dans ce rapport et de façon générale sur notre travail qui est issue d'une douzaine d'années d'expérience terrain de création, développement d'entreprise, passage de la très jeune entreprise à l'ETI, etc. Et j'ai essayé de rassembler dans un travail un peu plus général. Alors, je vais insister sur quelques points aujourd'hui. Les données macroéconomiques, elles sont connues de tout le monde. Il y a déjà plusieurs personnes qui en ont parlé aujourd'hui. Globalement, elles ne sont pas très favorables à la France. Qu'on parle de DIRD, qu'on parle de dépôt de brevets ou l'European Innovation Scoreboard qui est assez intéressant. Elles donnent globalement une position française, disons, à l'arrière des grandes nations d'Europe occidentale. Donc très loin des objectifs de Lisbonne, évidemment, mais de façon plus importante encore, en recul assez net depuis une dizaine d'années. Plusieurs personnes en ont parlé, donc je ne vais pas trop insister là-dessus, on peut continuer. Un autre élément de l'analyse macroéconomique qui est intéressante, c'est une question qui est souvent revenue sur le terrain, c'est faut-il, pour résoudre le problème de l'innovation en France, notamment dans les entreprises, passer par le maillage d'entreprises français existantes, avec une comparaison souvent faite à l'Allemagne, ou faut-il créer des nouvelles entreprises ? Il n'y a évidemment pas de réponse unique, mais il y a une donnée, ce graphique de la DG6 qui est intéressant, qui montre que assez nettement la structure industrielle française, vous le voyez indiqué là en 4e position,
pour reconstruire le niveau de dépenses R&D privées dans le pays, il y a un effet sectoriel en France qui est relativement négatif. C'est-à-dire la spécialisation sectorielle française pèse globalement négativement sur notre dépense R&D. Ce qui veut dire que nos industries sont globalement assez peu positionnées sur les secteurs ou les domaines où, notamment les TIC par exemple, très fortement source de R&D. À l'inverse, à l'intérieur des segments de marché, la France de ces industries est plutôt investisseuse en R&D, donc c'est pas à ce niveau-là que se situe le problème. Ce qui est intéressant, ce qu'on retire de ce graphe, c'est évidemment que la solution ne pourra pas venir uniquement un peu à l'exemple de l'Allemagne, d'un Mittelstand qu'on pousse vers davantage d'innovation, ça va venir de création d'entreprises nouvelles et d'émergence de nouveaux champions, et notamment le passage bien connu de la très jeune entreprise à l'ETI. Si on avance. Avant de rentrer dans un peu plus de détails, je voudrais recaractériser 2-3 éléments sur l'innovation. Il me semble que pour la discussion d'aujourd'hui, on a beaucoup parlé de Schumpeter évidemment, la question de la rupture versus l'incrémental est évidemment un point un peu théorique. Moi, ce qui ressort des 15 dernières années d'évolution économique, notamment des grandes entreprises et des grands leaders qui ont émergé, c'est que très souvent, il y a eu des ruptures à l'origine, mais que ces ruptures ne sont pas forcément technologiques, elles sont souvent un mélange de technologiques, plus ou moins approfondies, et surtout de modèles économiques. Les exemples connus, Facebook, Google, etc., sont finalement des entreprises qui étaient positionnées sur des segments connus. Ce n'est pas le cas de tous les secteurs, mais c'est particulièrement vrai dans les nouvelles technologies de l'information, mais qui ont trouvé un modèle économique différent. Donc ce mélange de savoir-faire business, opérationnel, etc., et technologique est évidemment très important. La destruction créatrice, je pense que il me semble que cette notion est évidemment clé, particulièrement dans un pays comme la France, où on ne peut pas dire que le pays soit particulièrement concentré sur la destruction de ses rentes. Je ne suis pas forcément certain que les grandes écoles, d'ailleurs, ne jouent en faveur de ce point-là. Mais très clairement, les nouvelles entreprises, notamment quand elles ont une croissance très rapide, détruisent des rentes existantes, donc des positions d'acteurs établis. C'est problématique pour un certain clientélisme politique français, bien le dire, la relation d'un certain nombre de grandes écoles, de nos élites, etc., avec le CAC 40, avec un certain nombre d'entreprises établies ou d'administrations établies. La troisième chose qui me paraît clé, c'est l'accélération des processus. Tout le monde en parle toujours, mais 2-3 éléments. Pour mémoire, il y a une société tous les 2 mois aux États-Unis en ce moment qui est créée, qui va valoir $1 milliard. Donc ce chiffre était de 3 mois il y a encore 5 ans, donc ce phénomène s'accélère. On peut toujours discuter de la valeur réelle des entreprises, de cette notion du $1 milliard, capitalisation ou de valorisation par des actionnaires qui est toujours un peu discutable. Mais fondamentalement, la capacité d'un certain nombre de marchés à produire de leaders extrêmement rapidement, dans un temps de plus en plus court, est remarquable. Pas forcément en France. Voilà, ce diagramme-là me permet de continuer ensuite. Qu'est-ce qu'il nous indique ? En ordonnée, vous avez la date de création, ça c'est les travaux que j'ai pu faire au courant de cet été. En ordonnée, vous avez la date de création des entreprises, et en abscisse, vous voyez l'intensité en R&D mesurée d'une certaine manière. On peut discuter de la R&D comme mesure, par employé, plutôt que par chiffre d'affaires, parce que le chiffre d'affaires n'a pas beaucoup de sens. Ce qu'on voit, c'est que les entreprises des 30-40 dernières années, et plus le temps passe, plus d'une part le spread augmente, mais surtout l'intensité d'un certain nombre d'acteurs est de plus en plus important, et un déplacement de la courbe vers la droite est important. Donc les dernières générations d'entreprises sont de plus en plus intensives en R&D, et ce phénomène, en tout cas en investissement R&D pur, notamment par employé. Il y a plein d'éléments qui pourraient rendre ça discutable, le changement dans la chaîne de valeur, etc., mais c'est de façon quand même macroéconomique très important. Donc si on avance, juste pour maintenant l'expliquer par 2-3 petits exemples concrets, parce que c'est toujours un peu difficile de rester trop loin du concret. 2 exemples. Le cloud computing, que tout le monde cite. Aujourd'hui, Amazon installe, qui est un acteur principal du cloud computing, on ne le sait pas toujours, installe autant de capacités tous les jours que ce que la société a utilisé comme capacité informatique sur les 5 premières années de son existence. Donc c'est absolument considérable. La conséquence de tout ça, d'Amazon et de certains autres, c'est qu'aujourd'hui, 90% du business, de l'activité qu'on appelle IaaS, donc qui correspond à ce domaine-là, est réalisé aux États-Unis pour 13% des internautes. Ça va avoir des conséquences en termes de déplacement de la valeur, d'impôts, de valeur ajoutée, etc., considérables pour les années qui viennent et les dizaines d'années qui viennent. Donc on parle d'un enjeu stratégique pour nos pays. Les discussions qu'il y a actuellement autour de la taxation de Google, etc., n'existeraient pas, à mon sens, si les équivalents de Google, Amazon, Apple, etc., existaient en Europe, puisqu'il y aurait une symétrie.
Deuxième exemple rapide, le mobile très connu. Les acteurs historiques du mobile ont disparu en l'espace de 3 ans, remplacés par les acteurs du logiciel. Donc vous voyez sur la courbe, Apple et Android, donc Google, ont totalement pris la main sur ce secteur et ont éradiqué toute une industrie en Europe. Si on avance maintenant sur la quantification des enjeux, c'est quoi les enjeux? Ici, on a essayé de chiffrer sur les 40 dernières années, quelles entreprises ont été créées qui aujourd'hui dépassent 100 millions en R&D. Donc à droite, vous avez les US, à gauche, la France. Je crois que le graphique donne un peu l'illustration. De surcroît, à gauche, vous avez un acteur qui est quand même un peu industriel, qui était Sealor, Gemalto, évidemment connu, Ubisoft, qui est un acteur du jeu, également un petit peu particulier, et Dassault, qui est quand même l'émergence d'un grand groupe industriel existant. Donc le problème de tout ça, c'est que, si on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'incapacité de la société française, et c'est dans une certaine mesure vrai de la société allemande, à produire des grands leaders internationaux dans ces technologies-là, est problématique pour l'avenir, c'est évident. Si maintenant on poursuit, qu'est-ce que pèsent ces gens-là? 35% des dépenses de R&D cumulées des groupes dépensant plus de 100 millions d'euros est produite par ces groupes créés depuis les années 70 aux États-Unis. 3% en France, et vous avez les masses qui sont indiquées. Si maintenant on avance, l'autre façon de dire ça, c'est finalement quelle est l'importance économique de tout ça. Eh bien, sur les principaux ratios, certain nombre de ratios qui vont nous intéresser, j'ai pris quelques exemples des leaders naturels connus au niveau international qui représentent un peu l'innovation et qui pèsent le plus dans les indices d'innovation nationaux. Ce que vous voyez, c'est que les grands groupes des 40 dernières années, notamment anglo-saxons et américains, produisent beaucoup de R&D, ça on l'a dit, ont une capitalisation boursière considérable. Vous voyez que, par exemple, Amgen, fin 2010, pesait autant que les 5 groupes français parmi les plus innovants, si on exclut Sanofi, paye un IS considérable. En plus, il faut ajouter à ça qu'à gauche, aux États-Unis, la plupart de ces entreprises, là je prends l'US cumulé sur 10 ans, ont eu une croissance sur ces 10 années qui est considérable, donc partent d'une assiette beaucoup plus basse au début des années 2000. Je prends l'exemple de Google, qui était une petite entreprise à l'époque. Donc c'est absolument fondamental. Ils payent énormément d'impôts, même s'ils ne prennent pas assez. Et ils emploient essentiellement leurs salariés localement. Là encore, il y a des questions de chaîne de valeur, etc., qui expliquent tout ça. Mais néanmoins, c'est un trait fondamental de ces nouvelles entreprises. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là? Je ne vais pas rentrer dans trop de détails précis, c'est toujours un peu difficile d'avoir des propositions très immédiates, parce que tout ça est complexe, mais je vais classer les types d'intervention de l'État, notamment de la politique publique, de 2 manières. Il y a ce que l'État peut faire, agir, et ce que l'État doit permettre, donc dans une logique d'écosystème. Pour commencer, cet écosystème, pour moi, il y a vraiment 4 institutions, pour prendre un terme un peu économique, qui pèsent, sont évidemment les grands groupes, les entreprises en création et les créateurs d'entreprises avec eux et les ETI, le private equity, donc, qui est le secteur du financement, notamment en fonds propres, et puis l'université et la recherche. Il faut bien dire que c'est la bonne santé de ces 4 acteurs, tout le monde l'a dit aujourd'hui, qui va faire que le système fonctionne. Le système fonctionne dans un certain nombre d'autres pays parce que ces 4 acteurs fonctionnent. On n'a pas des grands groupes extrêmement innovants, acquéreurs, un private equity d'extrêmement bonne qualité et des entrepreneurs de très bonne qualité, sans que les uns et les autres progressent ensemble. Donc il faut travailler à l'excellence absolue et notamment avec une lecture mondiale des choses de ces 4 acteurs. Donc on ne peut pas avoir un private equity à Paris qui soit un private equity centré sur le marché français. Ça n'a pas de sens. Il faut que le private equity français, s'il doit exister dans l'innovation, notamment le capital risque, s'intéresse aux marchés européens internationaux. Et de la même manière, les entreprises des ETI ne peuvent pas être des ETI ou des entreprises centrées sur le marché français. Ça, c'est un peu général. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire sur cette notion j'ai volontairement appelé de cluster pour me différencier des pôles de compétitivité? Il me semble qu'aujourd'hui, la première question, aujourd'hui, la France n'est pas considérée au niveau international, notamment dans la création d'entreprises et les ETI, et sur cette chose très innovante, comme un centre où l'investissement, où des entreprises vont s'implanter pour créer un leader technologique. Il faut que la France produise à minima déjà un cluster, une ville, un lieu qui est reconnu en termes recherche, formation, entreprise, investissement local. Voilà. Un seul sera déjà un bel objectif, qu'on en fasse 2, 3 ensuite, 10 si on veut, mais déjà un seul. Après, la façon de le faire, à discuter. Ensuite, il y a évidemment l'orientation des flux de financement vers l'innovation. Il y a eu des tas d'initiatives depuis 20 ans, les FCPI et autres. Juste en analyse globale, il y a des poches qui sont très importantes entre l'assurance vie, entre le CIR des grands groupes, qui n'est pas quelque chose qu'on peut ponctionner directement, mais qui est quand même un investissement public dans le privé.
et le fonds de réserve sur les retraites, qui sont potentiellement des zones où on peut essayer d'orienter une partie de ces flux-là ou de ces réserves-là en direction de l'innovation, le capital risque notamment, mais tout l'ensemble du private equity. Les universités et les recherches, universités et la recherche, évidemment, c'est le maillon essentiel, on en a parlé. Là encore, en France, il y a peu d'institutions ou pas d'institutions qui ont à la fois cette capacité à faire de la masse, c'est-à-dire d'avoir une taille critique. On en a parlé, je vous presse un peu. Et qui, en même temps, ouais. ont l'excellence. Donc, passons à la dernière slide. Donc, le deuxième point qui me paraît tout aussi important, c'est évidemment ce que l'État ne doit pas faire ou doit permettre. Donc, l'excès d'interventionnisme public est évidemment problématique. Il l'a été dans le passé. Je pense qu'il faut absolument rompre avec cette tradition-là. Et là, il y a 3 points pour moi. Le premier, c'est l'environnement fiscal et juridique. Je pense que les derniers mois, mais de la même manière depuis des années maintenant, l'instabilité fiscale et juridique dans ce pays est catastrophique d'un point de vue d'implantation, de développement des entreprises, à la fois pour la sécurité juridique des individus, des actionnaires, etc. Je ne comprends pas qu'aujourd'hui encore, ça se déroule de la même manière que l'année dernière, que l'année d'avant, etc. Qu'à chaque fois, on recommence, on réinvente tout. C'est très problématique. Probablement. La deuxième chose sur le private equity, je l'ai un peu évoqué avant, mais là, c'est vraiment le renforcement d'une place. Il me semble que Paris, contrairement à d'autres domaines, Paris a un avantage, c'est une ville centralisée de grande taille où il y a une place du private equity européenne, de la même manière que Londres, des raisons évidentes, de taille, de concentration financière, etc. Faire tout pour que ce secteur se développe. Pourquoi vouloir le détruire ? Il a certainement des défauts, il faut le contrôler, etc. Mais dans l'ensemble, une grande partie de ce secteur est essentielle à l'émergence d'entreprises, notamment innovantes, mais plus encore le passage des jeunes entreprises aux ETI et aux grands groupes. Et il y a aujourd'hui un trou complet dans la raquette du système français. Il n'y a pas d'investisseurs technologiques de grande taille. Des gens qui mettent 1, 2, 3 millions d'euros, oui, il n'y a rien à 10, 20, 30 millions d'euros. Et la dernière chose, c'est évidemment l'attractivité du pays, de façon générale. Ça, c'est un travail qui touche tous les domaines. Je rappelle qu'on a parlé du marché du travail tout à l'heure, dans les Global Competitive Index, par exemple, du World Economic Forum. La France est 66e contre 20e sur l'innovation et bien mieux sur un certain nombre d'autres choses comme les transports, etc. Ça, c'est beaucoup plus général. Mais il faut travailler sur l'ensemble de ces choses et surtout ne pas chercher à trop faire, mais plutôt à organiser. Merci beaucoup. Panorama impressionnant où on apprend des choses, notamment les impôts payés par Amazon et Google, pas en France, mais au total, pas mal. Donc c'est dans la polémique actuelle, c'est intéressant. Il y a un graphique que moi personnellement j'ai pas compris, c'est l'intensité en R&D des nouveaux emplois qui a l'air de monter, mais vous nous expliquerez peut-être mieux tout à l'heure. Alors Thierry Veil, est-ce que vous partagez en gros ce diagnostic et ce vaste politique à faire où on a un peu l'impression qu'on ne fait pas les choses tout à fait dans le bon ordre pour terminer sur le dernier mot utilisé? Il y a eu tellement de choses dites que c'est dur de dire si on partage en gros vu le nombre d'arguments. Enfin, je partage en tout cas avec ce qu'a dit Eric d'entrée de jeu la conviction qu'il faut s'adapter à la diversité du système. Eric l'a dit dans le domaine de la réglementation de la compétition. Je crois qu'il faut aussi le dire dans le domaine de la recherche, parce qu'on a très souvent des propos disant il faut un système beaucoup plus lisible, beaucoup plus simple, beaucoup plus compréhensible par les acteurs, mais les besoins, eux, sont extrêmement divers, et donc il est difficile de trouver une réponse universelle à ces besoins divers. Alors régulièrement en France, on a des polémiques. On a un jour le rapport d'Henri Guillaume, je prends exprès l'histoire longue, qui nous dit ça sert à rien de financer les grands groupes qui de toute façon ne produisent plus en France, n'y créent plus d'emplois. Il faut mettre le paquet sur la création d'entreprises. Et puis par un retour de balancier, 5 ans après, on a des rapports de type Jean-Louis Beffard disant à quoi bon arroser le désert, les petits groupes, soit ils se plantent, soit ils sont rachetés par des entreprises étrangères, mettez tout sur les grands groupes intégrateurs qui vont emmener tout le monde. Les deux discours sont vrais, localement, dans certaines situations. Les deux discours sont faux si on veut en faire une panacée, un outil qui marche dans tous les cas. Selon que vous voulez faire des Airbus ou augmenter la probabilité qu'il y ait des Google, vous n'allez pas utiliser les mêmes outils de politique publique. Nicolas a rappelé qu'en fait, les entreprises françaises innovent, ont une proportion à innover plutôt supérieure à la moyenne. Simplement, elles sont positionnées dans des secteurs qui innovent plutôt moins que la moyenne.
et quand vous avez des industries low-tech très, très dispersées, très faiblement capitalistiques, par exemple, les centres de transfert technique sont adaptés. Quand vous avez des entreprises très intensives en capital et de très haute technologie, les grands programmes technologiques sont adaptés. Donc il faut savoir qui on cible, qui on veut aider à émerger et doser les politiques en fonction des besoins. Parfois il existe un outil unique qui a des effets très distincts selon les cibles. Par exemple, le crédit d'impôt recherche, les PME l'utilisent pour faire de la recherche, les grands groupes l'utilisent pour faire leur recherche en France plutôt qu'ailleurs. Ce sont deux effets très distincts, mais pour une fois, on a un outil qui marche à peu près dans deux cas. Enfin, dernière chose, pour essayer de rattraper une partie des 12 minutes de retard que nous a fait prendre l'orateur précédent, on a besoin de politiques publiques patientes. De même que les entreprises ont besoin de capital un peu patient, surtout si elles sont innovantes, de même on a besoin de politiques publiques qui sachent être un peu pérennes et tenaces. Or, ce n'est pas facile parce qu'évidemment la puissance publique est toujours sommée de justifier toutes ces informations. Donc, on veut évaluer le système pour montrer qu'il marche. Mais une politique comme le crédit d'impôt recherche ou comme les pôles de compétitivité ne marche pas en 3 ans, ne marche pas en 5 ans, ne marche même pas en 8 ans. Si on prend vraiment des gens départ arrêtés pour les encourager à communiquer, à définir ensemble des intérêts communs, un agenda, à commencer à investir dans des projets de recherche communs, à en tirer des innovations, à industrialiser des produits et à les commercialiser. Si vous voulez vraiment juger l'efficacité du processus sur les produits commercialisés, ça n'est pas la peine d'évaluer au bout de 3 ans, ou alors vous allez faire une évaluation, mais sur de mauvais proxys, c'est-à-dire les quelques petits trucs que vous pouvez effectivement voir au bout de 3 ans, et vous en raterez. Nicolas citait l'importance de la formation. Il est clair que c'est un investissement très patient dont la rentabilité ne s'observe pas 3 ans après la création d'une école. Les premiers élèves sont à peine embauchés, sont à peine recrutés dans l'école et évidemment pas sortis sur le marché du travail. Un des investissements d'innovation les plus patients dont on a besoin étant d'ailleurs dans la formation professionnelle. Un des gros handicaps de la France, c'est que le système des écoles d'ingénieurs produit suffisamment d'ingénieurs pour les besoins d'embauche des entreprises industrielles. Du coup, on n'a pas, comme en Allemagne par exemple, la même propension à tirer vers le haut des ouvriers pour en faire des techniciens pour en faire des ingénieurs, et on se prive d'immenses opportunités d'innovation. J'ai fait 5 minutes et je ne très bien, pas merci beaucoup. Vous dépassez plus. Alors Karine Berger vous revient à une partie assez difficile, vous avez dû entendre vos oreilles siffler depuis le début de l'après-midi, sur beaucoup de sujets, notamment sur la fiscalité récente. Votre voisin d'estrade ayant parlé de fiscalité d'évolution catastrophique. Alors, expliquez-nous comment la majorité voit les faiblesses françaises. Est-ce qu'elle est un peu, le nom de Schumpeter existe ou bien n'existe que celui de Keynes? Non, ce qui existe de plus, en plus, c'est le nom de l'affaire. Mais ça, c'est une blague interne au Parti socialiste. Oui. Alors, bonjour à tous. Je voudrais quand même revenir un petit peu sur l'idée qui génère la question posée aujourd'hui, qui est de savoir si la France est vraiment dans un état aussi catastrophique que ça. Avec une autre députée, Valérie Rabault, on a écrit un livre il y a quelques mois qui s'appelle « Les 30 glorieuses sont devant nous », parce qu'on s'est quand même demandé à un moment si véritablement, avant c'était si bien et maintenant c'était si catastrophique. Et en fait, l'une des choses qu'on a vues, c'est que la France a un mécanisme de création d'innovation, en tout cas dans le passé, qui est très particulier, qui lui est très propre et qui passe par la case État. C'est-à-dire que les grandes ruptures d'innovation que la France a portées, que ce soit en termes de création de recherche ou de développement industriel, tout le monde les a en tête, le TGV, Airbus, les centrales nucléaires, au fond toute la ligne électrique, et toutes les procédures électriques, et puis tout le secteur du bâtiment, c'est des choses qui ont été... On a été les premiers à faire les partenariat public-privé. Les premiers, on a été capable d'inventer cette cordée, on appelle ça la cordée, entre un État qui est capable de porter des projets de recherche et puis un secteur privé qui, bien évidemment, surfe sur ce partenariat pour développer des grandes industries et des grands groupes. Ça a marché, on va dire, jusqu'au milieu des années 90, mais c'est pas si lointain que ça.
C'est-à-dire que quand on fait le bilan, on n'est pas à des années-lumière des dernières grandes innovations par ce type de fonctionnement public-privé qui est très particulier à la France et qui porte, c'est vrai, systématiquement dans des grands secteurs. Alors ça se passe un peu moins bien depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. Pour autant, je veux dire, on n'est pas non plus, quand on regarde les choses de manière un peu plus proche, dans un état catastrophique. Je suis désolée, je vais contredire le chiffre du premier intervenant. L'investissement privé des entreprises non financières en France, en 2012, c'est 54 milliards d'euros par trimestre, et en 2008, c'était 54 milliards d'euros par trimestre. Donc, certes, c'est pas glorieux de ne pas avoir évolué en l'espace de 4 ans, mais il serait faux de penser que notre niveau d'investissement privé par les entreprises est à un niveau faible ou trop faible. C'est le plus haut niveau d'investissement privé que la France n'a jamais enregistré. C'est-à-dire que là, voilà, au 3e trimestre 2012, on n'avait jamais autant investi, les entreprises françaises n'avaient jamais autant investi que ce qu'elles ont fait au cours du dernier trimestre, historiquement. Donc voilà, ce petit éclairage qu'on fait, il n'empêche qu'il y a la situation de certains secteurs, et notamment de certains secteurs innovants. Là encore, une petite anecdote, je vais vraiment répondre à la question de l'État. Le monde a changé, il n'est pas question de reproduire forcément ce qui a si bien marché dans la France des années 60, 70, 80 et même le début des années 90, mais on n'est pas non plus les derniers de la classe. La petite anecdote est la suivante, on m'a certifié, c'est venu de 2 sources qui ont vécu la chose en direct à des très hauts niveaux d'entreprise, qu'au début des années 2000, 2003-2004, tous les ingénieurs de notre belle école expliquaient qu'on ne ferait jamais passer la télé par le fil du téléphone. Jamais, que ce n'était pas possible, qu'il y avait un problème technique, etc. Et les patrons de TF1, que vous retrouverez forcément, qui n'avaient pas forcément ni l'un ni l'autre des capacités, ou en tout cas des brevets d'ingénieurs à leur actif, ont dit si, on va faire passer la télé par le fil du téléphone. Et puis il y a un petit gars qui s'appelle Xavier Niel qui a dit chiche. Et voilà, et ça a créé Free. Alors l'histoire m'est revenue de 2 sources totalement concordantes, et je pense qu'elle est vraie. Donc là encore, je crois qu'il faut raison garder, et même si on n'est pas bon sur les dépôts de brevets, et même si on n'est pas bon sur un certain nombre de secteurs d'innovation, on n'est pas non plus les derniers de la classe. Toujours est-il qu'on a la question de la recherche en innovation dans le futur, et qu'il est vrai que dans les grands secteurs qui font la force de la France en termes de valeur ajoutée, je pense notamment à la pharmacie, je pense d'une certaine façon à certaines branches de la chimie, je pense évidemment à tous les biens d'équipement et à toutes les filières énergétiques. Les efforts en recherche innovation dans la part du chiffre d'affaires ou de la valeur ajoutée, comme vous voulez, sont en chute depuis 10 ou 15 ans. Ça, c'est la réalité. Il y a moins de recherche qui est prise, qui est faite, notamment pour des raisons tout à fait logiques. C'est qu'on peut difficilement demander à un actionnaire de patienter 10, 15 ans, 20 ans avant que son argent ne lui rapporte un peu. On est sur des horizons qui, dans le meilleur des cas aujourd'hui, sont à 6 ou 7 ans et qui, dans le pire des cas, tombent à 2 ou 3 ans. Alors, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien ? Je pense que c'est pas l'objet du débat. Mais ce qui est certain, c'est que l'État a son avis à donner sur le sujet. L'État n'a pas à favoriser, à mon sens, le choix à 2 ou 3 ans du return on equity. Je pense que c'est ça l'erreur fondamentale qui doit être inversée si on veut arriver à faire en sorte que le mécanisme d'innovation et de recherche-développement soit repris dans le futur de manière un peu plus plus courageuse que ce que la France connaît. La France a un problème avec la prise de risque. La France a un problème avec la prise de risque. Ça a toujours été la puissance publique qui a pris des risques de long terme. Il continue à les prendre d'ailleurs, et très rarement le milieu privé. Et par ailleurs, les comportements, encore une fois, d'évolution dont on doit prendre acte de la rentabilité financière exigée par des très grands groupes n'amènent pas véritablement à une augmentation de la prise de risque. Et dans ce cadre-là, moi je pense que l'État, et c'est en tout cas ce que cette majorité souhaite faire, a un rôle à jouer pour recréer de l'incitation au long terme et à la prise de risque. Alors, non seulement je suis en désaccord avec ce qu'il vient de dire sur l'évolution de la fiscalité, parce que malgré tout, même si je suis très attentive à la stabilité fiscale pour l'entreprise, et je sais à quel point c'est important, on est quand même en démocratie, et tous les 5 ans, on a le droit quand même de changer les règles, notamment quand le peuple français le décide. Donc ça, c'est pour les derniers mois qui sont passés, mais je sens que la polémique peut s'ouvrir là-dessus. Au-delà du changement politique qui est voulu, évidemment que le cadre doit être le plus stable et le plus transparent possible. Je suis missionnée avec un autre député, Dominique Lefebvre, sur tout ce qu'on doit faire en termes de réforme de l'épargne financière.
ça me permet de parler un petit peu de l'argent des Français qui ne va pas à l'innovation, qui ne va pas au capital risque. Pourquoi ça n'y va pas? C'est pas tant parce que les Français n'aiment pas le risque, ils n'aiment pas le risque. C'est pas tant ça. C'est que la France a un marché tellement court sur ces questions-là que la rentabilité n'est pas possible parce que l'arbitrage et donc la couverture sur plusieurs types de risques n'est pas possible. Le capital risque, les FCPI, les FIP, etc. sont en rentabilité, allez, on va dire nulle. Vous avez compris ce que je voulais dire, depuis 10 ans en France. On a un vrai sujet là-dessus, c'est-à-dire que c'est tellement pas assez profond comme marché que c'est pas tant un manque d'argent, parce que franchement, 2 milliards, si vraiment il s'agissait de trouver que 2 milliards, je vous assure qu'on peut les trouver, une petite poche d'assurance crédit. Ils m'ont tous promis, les assureurs, qu'ils pouvaient me les donner. Le problème, il n'est pas là, c'est de brancher les 2 milliards sur le bon sujet. Et ce branchement-là, c'est-à-dire les veines qui permettent le cœur, le sang y est. Mais le problème, c'est d'arriver à ce que les veines arrivent au bout des doigts, arrivent au bout des membres de cette société de l'innovation. Et ça, on n'en est pas capable parce qu'on est trop petit. Et c'est là où on boucle sur la question beaucoup plus importante, à mon avis. Est-ce que la France est capable de construire un marché privé de l'innovation et de la recherche aussi rentable que celui monté à l'échelle des États-Unis, ou est-ce qu'il va falloir, et est-ce que c'est possible, se mettre d'accord pour de bon avec nos voisins européens sur ce sujet-là. Mais on rentre sur des problématiques là de compétitivité et de concurrence à l'intérieur de la zone euro, et je renvoie à d'autres la responsabilité d'en parler. Voilà, en tout cas, une réponse cohérente. Le capitalisme français est frileux, donc c'est à l'État de le soutenir. Peut-être les deux intervenants suivants vont contester ce point de vue. Franck Lierzin, conseiller ou ancien conseiller économique du préfet des PACA, de PACA. Bonjour à tous. Donc ce sera plutôt un témoignage d'un fantassin sur le terrain qui essaye d'appliquer les grandes directives des généraux concernant la politique d'innovation ou politique industrielle. Donc j'ai passé 3 ans à Marseille, auprès du préfet de région, et il y a 2 choses qui m'ont frappé, 2 choses en apparence paradoxales. La première chose, c'est le nombre de dispositifs qui existent pour accompagner les entreprises. On avait essayé d'en faire un catalogue, ça nous a pris des semaines de travail, ça a sorti quelque chose qui faisait un nombre incalculable de pages, et on s'est rendu compte que c'était pas suffisant. On a compté je ne sais plus combien de centaines d'aides, de pôles, d'instituts. Donc il y a un paysage d'accompagnement pour les entreprises qui ressemble plus à une jungle qu'à un jardin à la française. Donc ça, c'est le premier point. Et pourtant, face à cette prolifération, j'ai vu beaucoup d'entreprises qui étaient relativement seules, soit qu'elles ignoraient complètement ces différentes aides, soit qu'elles n'avaient pas le temps ou les moyens d'y accéder. J'ai même découvert une des entreprises qui ont inventé un métier, celui de chasseur de subventions, donc qui sont missionnés par les entreprises pour aller quêter auprès des différentes collectivités ou de l'État des aides ou des soutiens pour les accompagner dans leurs projets. Donc on a d'un côté l'abondance et de l'autre une relative solitude. Et pour l'expliquer, j'ai regardé, donc j'ai travaillé avec d'autres régions européennes sur ces politiques d'innovation. Et ce dont je me suis aperçu, c'est que le lien entre les pouvoirs régionaux et les entreprises était beaucoup plus fort qu'en France. Et c'est quelque chose qui s'est travaillé, une confiance qui s'est établie, qui a pris beaucoup de temps. Donc comme le rappelait Thierry Weil, ça a pris 10 ans, ça a pris 20 ans. Mais il y a vraiment un lien très fort qui s'est créé entre les entreprises et les pouvoirs publics. Et il y a 2 choses, 2 propositions qui peuvent être faites et qui sont d'actualité. La première, c'est l'acte 3, la décentralisation. On va remettre sur le tapis la question des compétences des collectivités, notamment des conseils régionaux en matière de développement économique. Donc c'est un changement qui est important en matière d'innovation. Donc on peut espérer que ça permet de clarifier le paysage, de responsabiliser les acteurs publics aux différents niveaux. Et pour les entreprises, que ce soit plus clair, de savoir qui sont leurs interlocuteurs et qu'est-ce qu'ils peuvent leur offrir. Et on a une autre acte ou phase qui est en train de se dérouler sur les pôles de compétitivité. Donc la phase 3 qui est en train de commencer. On parle souvent des pôles de compétitivité comme des boîtes, des usines à projet ou des boîtes pour de la R&D collaborative.
pas forcément toujours sûr que ce qu'on finance, ce qu'on pensait financer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les pôles de compétitivité sont un lieu de dialogue inestimable entre les collectivités et les entreprises. Et c'est peut-être un des rôles fondamentaux qu'ils peuvent jouer pour rapprocher les points de vue et faire en sorte que ces deux mondes qui parlent des langages relativement différents deviennent chacun bilingues. Donc voilà, cet acte 3, la décentralisation, qui est une façon sans doute de construire ou de tailler dans la jungle pour avoir un jardin à la française, et d'autre part, ces pôles de compétitivité qui peuvent être envisagés comme des lieux de réunion et d'échange entre des mondes qui s'ignorent d'habitude. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci d'avoir fait très rapidement. Dernier intervenant, Hervé Mariton, élu lui aussi un peu du soleil, un peu moins de soleil quand même dans la Drôme, pardon. Donc votre point de vue, vous, sur cette France schumpeterienne qui ne l'est pas, les raisons? Quelques réflexions politiques personnelles, puisque ce soir on parle du monde qui bouge et que Karine Berger a souligné que l'argent des Français n'allait pas vers l'innovation et qu'au fond, nous ne sommes pas très prônes au risque et ni très prônes au progrès dans une dimension culturelle qui est en effet importante. Mitt Romney, pas nécessairement l'expérience de ce qui convainc tout le monde, mais Mitt Romney a à la fois argumenté sur la création d'emplois par le mouvement de l'économie, l'évolution des entreprises, donc une dimension très stimulante, et en même temps, en tant que gouverneur de Massachusetts, a été très attentif à faire évoluer, à installer un système d'assurance maladie qui est un des plus rassurants des États-Unis. Je pense que cette double dimension est importante et pour ce qui me concerne, j'assume cette équation politique qui me paraît importante et utile dans le sujet dont nous parlons ce soir, qui est de parler à la fois d'évolution et de stabilité, d'être à la fois libéral et conservateur, favorable à la liberté et à l'ordre, dans un pays, le nôtre, qui est à la fois assez antilibéral sur le plan économique et plutôt permissif sur les questions de société. Qui, au même moment, parlera à la fois de la nationalisation à Florange et du droit de vote des étrangers ou du mariage homosexuel. Quel rapport avec le sujet? Rapport avec le sujet, c'est que je pense qu'on crée un climat, une attitude au risque d'autant confortable que l'on dit à la fois qu'il y a des champs sur lesquels il est important de prendre des risques et qu'au même moment, on est capable d'assurer un certain nombre de stabilité et de filets, d'éléments de stabilité dans la société. C'est quelque chose qui me paraît important. Si on dit aux gens que beaucoup de choses peuvent changer dans leur vie, est-ce que on peut dire que tout peut changer à la fois? Au moment où on les incitera à être plus mobiles sur le plan géographique, en termes de compétences, il faut peut-être aussi essayer d'identifier les éléments qu'on peut leur proposer qui sont plutôt de nature à les rassurer. Le projecteur ce soir est sur le mouvement, mais mon hypothèse c'est qu'il ne peut pas y avoir uniquement du mouvement. Le mouvement est tout à fait essentiel, mais qu'il faut aussi qu'il y ait un certain nombre d'ancrages et que les références d'identité soient présentes. On a évidemment besoin de moyens. On parle ce soir d'innovation. J'étais heureux d'entendre Karine Berger dire qu'au fond, à la mi-2012, les choses n'allaient pas si mal que cela. Sur la recherche, j'entendais l'autre jour une observation qui me paraissait assez intéressante sur la manière dont on déroule en France le crédit impôt recherche, qui est par une incitation fiscale l'encouragement au comportement individuel de l'acteur économique et de l'entreprise, quelle qu'en soit la dimension. Et le lien qui pourrait exister, puisque Karine était sur le terrain du public et du privé,
le lien qui pourrait exister si, en même temps qu'un acteur privé engageait des moyens dans un domaine donné de recherche, cela déclenchait des moyens à due proportion, où le curseur est évidemment mobile, de la collectivité publique dans le même domaine, une responsabilité partagée. Sur ce besoin à la fois de créer et de rassurer, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'intérêt que le politique peut avoir à la recherche de pépites. En réalité, alors on est dans l'innovation dans l'industrie et pas dans l'innovation dans la politique, mais en décalant un tout petit peu le sujet, il me semble qu'une des choses dont la politique souffre cruellement, c'est du manque d'innovation. Et nous avons besoin de chercher des pépites, on a besoin de neuf, on a besoin de politique d'innovation, mais on a aussi besoin d'innovation dans la politique. Mais pour qu'on puisse jouer cela, il faut là aussi être suffisamment rassurant sur un certain nombre de thèmes. Si vous voulez demander à vos politiques de bouffer le monde un peu et de déchirer un certain nombre de rideaux, il est aussi important, je pense, qu'on investisse dans la rassurance sur un certain nombre de sujets. Investir aussi, bien sûr, dans la relation à la bienveillance au progrès technique. Ça, c'est assez basique, mais dans une approche assez classique, je suis convaincu que la politique, l'engagement politique, et y compris une politique d'innovation, c'est évidemment une forte dimension d'offre. Le politique ne peut pas répondre uniquement à la demande. Mais pour qu'il y ait une offre et le courage d'une offre, il faut qu'il y ait une certaine bienveillance des responsables politiques au progrès technique. Il faut que nos concitoyens baignent un tant soit peu là-dedans. Et vous ne pouvez pas nous demander de faire des miracles si, discours politique après discours politique, on a disqualifié le progrès. Moi, je veux bien entendre toutes les slides qui ont été présentés et tous les discours qui ont été entendus. Mais si on a, a priori, dans le domaine de l'économie, de la science, de la technologie, disqualifié le mouvement, comment est-ce qu'ensuite vous voulez légitimer un certain nombre de politiques ? Les exemples sont évidemment nombreux. Dans le domaine des biotechnologies, des OGM, des gaz de schiste, des néotechnologies, d'un certain nombre de champs tout de même, où au-delà des réflexions générales qu'on peut avoir sur les outils génériques de politique industrielle, de politique technologique et de politique d'innovation dans notre pays, on a tout de même disqualifié un certain nombre de champs d'application. Droite et gauche. Hein. Oui, je suis d'accord. Droite et gauche, je n'ai pas dit le contraire, cher Eric. Et puis, ça a été évoqué tout à l'heure, mais ça me paraît important pour conclure là-dessus. Sur les questions de gouvernance, on est, puisqu'on parle de Schumpeter, dans un débat entre le progrès continu et la rupture, la nouvelle offre. Je suis assez frappé par les questions qu'on doit se poser au niveau européen, entre le challenge qu'on peut avoir à modifier la gouvernance globale telle qu'il est nécessaire de le faire, le fédéralisme à assumer dans la gouvernance économique, financière et monétaire, et un exercice qu'on ne pratique peut-être pas suffisamment de rassurance à l'échelle locale. Concrètement, l'application du principe de subsidiarité dont on devrait davantage s'inspirer. Ça a été évoqué tout à l'heure par un des intervenants sur le poids de la réglementation. Pour prendre le bouquin récent de Guillaume Patrinal sur la France malade de son temps, on voit bien au fond que l'absence d'une exigence suffisante en termes de subsidiarité, l'absence d'une exigence de responsabilité locale, l'absence d'une revendication à l'égard de l'Europe de ce qu'un certain nombre de choses, au fond, ne lui incombent peut-être pas nécessairement, mais peuvent être appliquées localement, n'est pas très favorable à l'amélioration de la productivité et n'est pas très favorable à la création. Merci beaucoup, Hervé Mariton. Alors, je suis vraiment désolé parce qu'il y a vraiment des points de vue très forts qui viennent de s'exprimer, qui engageraient des longues polémiques, des longues discussions. Mais malheureusement, on me signale que le temps est écoulé et que c'est à maintenant Claude Bébéard de tirer les conclusions de cette journée. Et en vous remerciant tous, et encore une fois, désolé. J'espère qu'on pourra vous répondre.